Vous êtes les bienvenus à la séance de travaux pratiques de biochimie de TP clinique. Aujourd'hui, la séance numéro 1. C'est dommage qu'on est en période de Covid et qu'on a des problèmes de cette pandémie et que tous les étudiants ne sont pas présents pour pouvoir effectuer les différentes séances de travaux pratiques et faire toutes les expérimentations qui sont très importantes pour le diagnostic clinique et pour le suivi des malades et le suivi des malades et interprétation des différentes pathologies. Donc je remercie Madame Naïm et Monsieur, comment vous appelez? Monsieur Esmen d'être venu assister à cette séance de TP et pour participer pour le suivi de son montage, le suivi de tous ces enregistrements. Donc, la séance de TP numéro 1 de biochimie clinique consiste en l'étude des protéines totales, sériques, l'étude des substances adoptées non protéiques, le dosage de l'urée et le dosage de la créatinine. Nous allons aussi voir en parallèle l'électrophorèse des protéines sériques. Nous allons aussi voir la recherche de protéines urinaires. Il faut que vous définiez une diapositive sur... Ici? Oui. Non? Oui, c'est très bien. Parce que j'ai des en deux. Non, oui, mais le partage de l'élection, c'est... Oui, ou de partager avec, moi je fais ce que... La protéinémie, donc on va rappeler qu'est-ce que c'est que la protéinémie. Les protéines plasmatiques, la protéinémie c'est le taux de protéines totales sériques dans le sang. C'est une teneur qui est assez élevée, de 64-83 grammes par litre. Donc c'est un groupe de protéines qui sont très hétérogènes. On trouve les holoprotéines et les hétéroprotéines. Les holoprotéines, nous avons par exemple sont des molécules qui sont constituées d'un enchaînement d'estaminées. Donc les hétéroprotéines, nous avons des protéines et un composant apoprotéique qui peut être une partie glycémique, une partie lipidique. Donc nous avons différentes classes de protéines sériques. La protéine majeure, c'est l'albumine, qui est du petit corps moléculaire, qui joue le rôle de maintien de la pression oncotique. C'est l'albumine, c'est la protéine majeure, qui est le formulaire faible. Nous avons aussi les autres protéines qui ont le rôle de transfert, par exemple du fer, la transférine, l'hémoglobine. Nous avons les transferts des lipides, c'est le cas des lipoprotéines. Nous avons des protéines qui jouent le rôle dans la coagulation, les fibronogènes, prothrombines, etc. Et bien entendu, les protéines de haut point moléculaire, ce sont les anticorps qui jouent le rôle de défense de notre organisme. L'analyse des protéines sériques est utile dans de nombreuses situations pour orienter un diagnostic, préciser la gravité d'une maladie, au suivi d'efficacité d'un traitement. C'est un examen qui est très courant, qui permet d'évaluer la fonction de certains organes, le foie, les reins, et de mettre en évidence certaines anomalies qui sont le syndrome inflammatoire, maladie auto-immune, les lymphomes. Le principe de dosage de la protéinémie, c'est une méthode qui est simple, colorimétrique, qui permet de doser des teneurs en protéines assez élevées. C'est une méthode simple qui repose sur le principe suivant, dans lequel on utilise le réactif de Bioré, c'est le réactif lipotactique de Gornal. C'est un réactif dans lequel on met en présence d'une solution alcaline, en présence de sulfate de cuivre et en présence de tartrate double de sodium-potassium. Le sulfate de cuivre est stabilisé grâce au tartrate double de sodium-potassium et le cuivre se trouve à l'état dissocié sous forme cationique Cu++. Lorsqu'on fait un mélange de réactifs de Gornal en présence de protéines, on ramène du sérum, que se persiste, et une réaction d'énolisation entre le cuivre et les liaisons peptidiques. Ensuite, en fait, le cuivre forme une liaison de coordination entre l'hydrogène labile, qui est l'hydrogène labile des liaisons peptidiques, pour former un complexe violacé qui est la propriété d'absorber à 540 nanomètres. Vous voyez bien là-bas, ici, le cuivre qui forme des liaisons de coordination avec
l'hydrogène, l'azote de liaison peptidique. Le complexe plus violacé, c'est la coloration bleu violacé qu'on voit ici, qui a la propriété d'absorber à 540 nanomètres et qui est directement proportionnel au taux de protéines sérieux. Comment faire le mode opératoire? Le mode opératoire, le prélèvement, c'est important, c'est que quand on a un travail en biochimie, le prélèvement, l'étape clinique est important. Les prélèvements sont effectués sur des échantillons qui sont conservés à 4 degrés, avec une durée ne dépassant pas 72 heures. Parce que si on dépasse cette durée-là, il risque d'y avoir une détérioration du sérum, un phénomène d'action des protéases, une action microbienne ou un phénomène de précipitation au niveau du sérum. Il faut aller rapide dans le dosage, il ne faut pas laisser traîner. Donc sur le plan mode opératoire, ce n'est pas difficile, c'est une 20 microlitres de sérum auquel on ajoute 20 ml de réactif de NaCl suivi de 1 ml de réactif de Bornal. On agite, l'agitation est très importante et on laisse 10 minutes à température ambiante et on fait les mesures pour mesurer ensuite l'absorbance à 500 nanomètres. Voilà, la solution de NaCl, la voici, c'est là. Le réactif de Bornal, c'est ici. Donc je vais vous mettre le matériel, le sérum, c'est Wada, c'est jaune. Vous voyez, le sérum qu'on est du jaune incolore. C'est du sang qui provient du centre de transfusion sanguine dans lequel on a fait le sang, il provient du centre de transfusion sanguine dans lequel on a fait une centrifugation et on a séparé le culot qui contient tout ce qui est éléments cellulaires. Le surnageant contient le sérum sur lequel on fait tous les dosages de tous les éléments biochimiques. Lors du dosage de la protéinémie, on doit faire la préparation du témoin, c'est le blanc réactif. Après, on sert le témoin parce que le réactif de Bornal en lui-même, il contient une solution de tartrate double de sodium-potassium, du sulfate de cuivre qui peut présenter une légère absorbance. Donc cette absorbance, on la retire du spectrophotomètre, on règle le zéro absorbance pour faire les analyses après pour montrer que l'absorbance mesurée est bien due à la complexe protéine réactive de Bornal. Comment déterminer la concentration de protéines du sérum? D'après la formule qui est sur la diapo. On fait la règle de 3, c'est-à-dire on mesure, on a l'absorbance de notre échantillon sérum. On a fait en parallèle la mesure de l'étalon, c'est de l'albumine à 60 grammes par litre. On a fait la même réaction de BOE, ça nous a donné une absorbance, c'est l'absorbance de l'étalon. On fait la règle de 3, sachant que l'absorbance de 60 grammes par l'absorbance de l'étalon correspond par exemple à 0,40. Nous avons la concentration elle est à 60 grammes par litre. Nous faisons le rapport absorbance échantillon divisé par absorbance étalon multiplié par 60. Ça nous donne le taux de protéinémie. Donc vous donnez votre concentration finale en grammes par litre de votre échantillon de taux de protéines saines. Les valeurs de référence sont indiquées. Donc chez l'adulte, on va se considérer surtout l'adulte de 60 ans, elles sont comprises entre 64 et 84 fois par litre. Donc l'interprétation des différentes variations pathologiques, nous pouvons avoir des hypoprotéinémies en cas de carence d'apport, c'est le phénomène de dénutrition, de malabsorption. Nous avons dans le cas de défaut de synthèse de l'albumine, de la transférine, prothrombofibrinogène. Lors des insuffisances hépatiques graves, cirrhose hépatique, nous avons des défauts de synthèse. Donc, nous avons des hypoprotéinémies. Les hyperprotéinémies sont observées lors des hypergammaglobulinémies, par exemple dans les myélomolcibles, maladie de Waldenström, le lupus et la maladie de collagène, rhumatisme, diabète, insipide, déshydratation, hypertension artérielle. Donc, souvent dans les pathologies, lorsqu'on observe un taux de protéines élevé supérieur à 83 par gramme par litre, on demande une autre technique, analyse à faire, c'est l'électrophorèse des protéines saines. L'électrophorèse, nous avons vu le dosage de la protéinémie, c'est un dosage quantitatif qui permet de doser le taux de protéines total, tandis que l'électrophorèse de protéines, c'est une technique analytique.
elle permet de révéler la fraction de protéines variables, c'est-à-dire la fraction la fraction de protéines variables qui est faite en augmentant ou en diminuant. Et vous allez voir tout à l'heure, quand on va vous montrer un densitogramme, d'un profil d'électrophorèse normale et d'un profil d'électrophorèse pathologique. D'abord, nous allons commencer par vous rappeler la définition du principe de l'électrophorèse. L'électrophorèse des protéines stériques est un examen simple qui permet de dépister et participe au suivi de nombreuses pathologies qui sont le syndrome inflammatoire, certains cancers, les ordres physiologiques ou nutritionnels. L'électrophorèse est une méthode physique de séparation de molécules ionisées par déplacement différentiel sous l'action d'un champ électrique. Rappel, les protéines sont des corps complémentaires qui se chargent selon le pH du milieu dans lesquels, en milieu acide inférieur au pH, elles captent des ions et se chargent positivement, alors qu'en milieu basique, au pH supérieur au pH, elles se chargent négativement. Comme vous voyez dans la figure, la figure du montage de l'électrophorèse, nous avons une cuve, vous voyez, ici, nous avons une borne qui est cathodique, négative, et une borne qui est anodique, qui est positive. Nous allons appliquer un champ électrique qui va vers le moins, vers le plus, parce que les charges négatives sont attirées par la borne anodique positive. Nous avons le principe d'électrophorèse sur acétate de cellulose. C'est un film d'acétate de cellulose dans lequel les protéines vont déposer au début de la plaque, au début du film, sur une ligne horizontale, et on va voir une séparation qui va être en fonction du poids moléculaire et de la charge. On va mettre les protéines dans un milieu alcalin où toutes les protéines sont chargées négativement. Donc, on va déposer le film d'acétate aux deux bords dans une solution tamponnée dans laquelle le courant va migrer et va entraîner avec lui des protéines qui vont se séparer pendant une durée de temps bien définie et selon une intensité de voltage qu'on va appliquer, qu'on ne va pas dépasser faible, 80 mA, c'est suffisant pour voir au bout de l'électrophorèse la séparation des différentes fractions de protéines. Quand à la fin de l'électrophorèse, on arrête, on fixe les protéines et on fait la révélation. Il y a plusieurs révélations, bleu de Comassi ou la mouchoir. Là, ici, on a révélé au bleu de Comassi. Vous voyez un profil, une bande d'électrophorèse sur laquelle qui a migré, les protéines ont migré ici. Là, c'est de la gauche vers la droite. Et vous allez voir ici les différentes bandes qui sont révélées au bleu de Comassi. Si vous constatez, vous allez voir que les protéines qui sont les plus petits corps moléculaires et les plus chargés vont aller plus vite par rapport à celles qui sont plus lourdes et qui sont retardées, qui retardent en dernier. Donc en premier, on voit apparaître l'albumine, c'est la protéine majeure de petits corps moléculaires et en quantité élevée qui apparaît en premier, qui est suivi de l'alpha 1, suivi de alpha 2, suivi de bêta et suivi d'un bloc de gamma ici. Vous voyez que dans ce profil normal d'électrophorèse, nous avons bien, qui révèle bien le densitogramme ici. Le densitogramme, en fait, c'est un densitomètre qui permet de mesurer la superficie en fonction de l'intensité de coloration. Il permet de donner des fractions en fonction de la distance parcourue. Il permet de donner la superficie de chaque tâche et en pourcentage. Il permet aussi de donner des pourcentages de chaque fraction. Donc ici, vous voyez qu'on a la première, c'est l'albumine en grosse tange. Vous voyez que l'alpha 1, elle est petite, une concentration assez faible. Alpha 2 est plus élevé par rapport à alpha 1. Nous avons la bêta, elle est plus élevée par rapport à alpha 1, alpha 2. Et aussi, on a un bloc diffus de la bloc de gamma. C'est ce qu'on voit ici au niveau des différents pics, différentes fractions. Nous avons ici l'albumine, c'est la plus élevée. Vous voyez que ici, alpha 1, ici nous avons alpha 1, alpha 2, bêta et gamma. Vous n'avez pas vu par les lunettes. Merci.
Donc dans le tableau de fractionnement, ici, vous voyez bien qu'en pourcentage, nous avons l'albumine, elle est majeure, entre 55 à 65%, et le fraction en grammes par litre est compris en 56 et 50 grammes par litre. L'alpha 1, c'est la fraction la mineure, entre 1 et 4%, elle est en concentration faible, 1 à 5 grammes par litre. Après, c'est suivi de alpha 2 entre 6 et 10, bêta entre 8 et 11, gamma en 12 et 20. Nous avons entre 1 et 8, 5 et 12 et 8 et 16. Ça, donc, dans le tableau de fractionnement, il donne les valeurs en grammes par litre et en pourcentage. Ça, c'est les résultats normaux. J'attire votre attention sur ce tableau parce que quand vous allez rendre le compte rendu, vous allez avoir des profils normaux et pathologiques à interpréter. Vous allez vous tenir compte de ce tableau pour comparer laquelle des fractions qui est normale et laquelle qui est pathologique dans votre compte rendu, dans votre profil qu'on vous aura distribué. Donc, tout à l'heure, on va faire une exposition détaillée pour vous expliquer différents profils normaux et pathologiques. La répartition de ces différentes fractions apporte des nombreux renseignements qui aident au diagnostic de nos différentes pathologies, le syndrome inflammatoire, le syndrome cirrhotique, le syndrome néphrotique, les gastro-entéropathies, les maladies héréditaires, les infections chroniques, certains cancers myélome, les maladies auto-immunes et les hypogamma-globulinémies. Donc, dans votre compte rendu, vous aurez des profils de tous ces syndromes avec les profils normaux. Et vous allez comparer et vous allez interpréter en expliquant les différentes fractions de protéines qui sont variables, soit par augmentation, soit par diminution. Nous avons ici une planche ici qu'on vous a posée ici, vous allez prendre tout à l'heure des photos tout à l'heure, qui explique aussi les différents profils de protéines pathologiques. On le verra ça tout à l'heure et le partager avec les collègues. Bon, souvent dans le diagnostic de biochimie clinique, on ne demande pas uniquement la recherche de protéines, on demande aussi la recherche de protéines urinaires. La protéinurie correspond à la présence de protéines en quantité anormale dans les urines. Les urines d'une personne en bonne santé n'en contiennent qu'une quantité très faible, moins de 50 mg par litre par urine de 24 heures. La présence d'une forte concentration de protéines urines témoigne le plus souvent d'une anomalie, d'une maladie rénale et un bilan s'impose. Là, ici, on vous a ramené un peu d'urine que vous allez voir ici. Elle n'est pas activée la caméra? Donc ils ont pris la dure, ils n'ont pas la caméra. C'est pas grave, je pourrais t'arrêter la caméra. Donc vous avez ici l'urine, ici synthétique de laboratoire, sur lequel on va mettre en évidence la présence d'un anneau blanc de protéinurie positive. On va vous mettre la démonstration tout à l'heure. Passons maintenant. Vous pouvez changer d'archive et ça ne marche plus. Le principe de dosage de la protéinurie repose sur une technique qualitative qui est très très simple. C'est très très simple. C'est dans lesquelles les protéines contenues dans l'urine, on les met dans un tube ASC, on ajoute délicatement l'acide nitrique concentré au bord du tube, on fait couler. Le mélange, on fait couler délicatement. Au contact de l'acide nitrique avec l'urine, que se passe-t-il? Les protéines précipitent et vont former un anneau blanc à l'interface entre l'urine et l'interface d'urine et la phase d'acide nitrique. L'épaisseur et l'intensité de l'épaisseur de ce disque blanc, il est proportionnel à la quantité de protéines. Plus l'épaisseur est large, ça veut dire plus on a une quantité de protéines élevée, plus l'épaisseur est faible, moins on a de protéines. C'est ce qu'on voit ici dans cet exemple de photo. La protéinurie, voilà ici un disque blanc ici qu'on voit ici dans cette photo,
c'est une protéinurie qui est positive. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, la protéinurie est souvent causée par une insuffisance rénale, qu'elle soit tubérulaire ou glomérulaire. Une néphropathie diabétique, c'est la complication rénale du diabète. Et aussi l'atteinte rénale en liaison avec une hypertension artérielle. Passons maintenant au dosage des substances azotées non protéiques. Les substances ajoutées non protéiques que nous étudions aujourd'hui, c'est l'urée et la créatinine. L'urée, comme vous voyez dans la figure, c'est un composé azoté dans lequel on a ces fonctions carboniques avec deux fonctions amines. L'urée représente 90% de l'azote urinaire total chez l'adulte. Elle est produite en grande partie par le foie et une faible partie par le rein. Le taux d'urée dépend à la fois de la fonction rénale, des apports alimentaires protéiques, de la destruction des protéines de l'organisme, de l'âge et de l'état d'hydratation de la personne. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'urée dépend à la fois de l'apport alimentation protéine, de la fonction hépatique et de l'élimination rénale. C'est ça le bilan de l'urée. Et il y a une régulation du taux d'urée. Il y a une régulation. Les protéines, ce que je veux dire, c'est que les protéines sont, quand on absorbe journellement les protéines, subissent un catabolisme et tout ce qui est déchet protéique, il est transformé en urée parce que l'ammoniac est toxique. L'ammoniac est transporté au niveau du foie et est transformé en urée pour être éliminé par le cycle d'urée, par la voie rénale. Ce qui fait que tous les déchets des protéines ne sont pas conservés journalièrement dans l'organisme. Ils sont éliminés tous les jours. À la différence des glucides et des lipides que l'on voit tout à l'heure, c'est que les glucides et les lipides, eux, ils stockent les lipides. On a un stockage dans le tissu adipeux sous forme de triglycérides et le glucose en excès, lui, il est stocké sous forme de glycogène dans le foie. Donc, ce que les protéines, élimination tous les jours. Donc, le dosage de l'urée, quand on dose, il doit être couplé avec la créatinine pour déterminer l'insuffisance rénale. Par contre, s'il augmente seul sans la créatinine, c'est d'autres pathologies. Le dosage de l'urée est prescrit pour évaluer la fonction rénale et notamment lorsqu'une insuffisance rénale est suspectée. Cet examen permet aussi de surveiller la fonction rénale des personnes atteintes, de surveiller la fonction des personnes atteintes de diabète ou ayant subi un infarctus du myocarde. Vous savez que le diabète, les conséquences, c'est l'insuffisance rénale, et vous savez que les pathologies cardiaques, ils ont aussi des conséquences, c'est l'insuffisance rénale. Mais le dosage, dans le diagnostic biochimique, je répète, si l'urée varie sans la créatinine, il n'y a pas d'insuffisance rénale. Pour qu'il y ait insuffisance, il faut qu'il y ait l'urée et la créatine qui manquent. Parce que le principal marqueur de la insuffisance rénale, c'est l'augmentation de la créatinine. Cette méthode de dosage de l'urée, elle est très importante. C'est une méthode enzymatique spécifique. Autrefois, on utilisait des méthodes chimiques, mais elles peuvent présenter beaucoup d'interférences et beaucoup d'imprécisions. Aujourd'hui, on commence à utiliser des méthodes enzymatiques. Ce sont des méthodes précises et qui permettent de cibler la molécule que l'on cherche à doser. Donc, la méthode, c'est la méthode de Talk et Schubert, qui est optimisée par Tiffany et Al. Le principe de la réaction, il est donné par la réaction suivante et qui travaille avec deux enzymes. La première enzyme, c'est l'uréase. L'uréase qui va couper l'urée pour donner de NH3 et de CO2 en présence de l'eau. Elle va couper l'urée, le transformant en CO3 et 2 NH3. Ensuite, on a une deuxième enzyme qui va être couplée, c'est la glutamage déshydrogénase. Il va prendre les NH3 libérés par l'action de l'uréase, les fonctions amines, et en présence d'un substrat l'oxoglutarate et d'un cofacteur, le NADHH+, on va avoir formation de glutamate, du NAD+, et du H2O. Alors j'attire votre attention, cette deuxième réaction, elle est capitale pour le dosage de l'urée, parce que c'est une réaction qu'on va travailler en cinétique et en ultraviolet. Pourquoi? Parce qu'on va exploiter le spectre d'absorbance du complexe NAD HH+, à 340 nanomètres. Si vous voyez dans ce spectre
de variation de densité optique par rapport à la longueur d'onde lambda. Vous avez que à 340 nanomètres ici, vous voyez ici, nous avons ici une absorbance, un pic d'absorbance de fonction NADH qui est donc réduit, tandis que la forme qui est oxydée NAD+, n'absorbe pas. Donc, dans cette réaction, on va suivre la diminution de la forme initiale NADH+, qui est réduite. La complexe initiale, on va le suivre en fonction du temps en cinétique. À 340 nanomètres, c'est-à-dire quand on fait la première mesure A1, à 340, on va nous donner l'absorbance qui est due à la concentration initiale du NADH+. Après, on va attendre 60 secondes, c'est une réaction cinétique en deux temps qui est rapide, 60 secondes plus tard, c'est-à-dire 90 secondes, on fait la deuxième mesure A2, on va voir que le NADH, le A2, il diminue. Pourquoi? Parce que NADH+, elle a été transformée en NADH+, donc la quantité de NADH+ résiduelle, elle aura diminué. Donc A2, il va être inférieur à A1. C'est comme ça qu'on fait les mesures d'absorbance de nos échantillons sérum. En parallèle, on va faire aussi un étalon de 0,4 g par litre durée connue. On fait un étalon. Et c'est comme ça qu'on va faire, je vais vous expliquer comment faire les calculs tout à l'heure. Donc, pour faire la détermination de l'urée, on fait dans un prélèvement sur du sérum non hémolysé. Vous savez que les prélèvements sont très importants parce que supposons qu'on ait un sérum hémolysé, les hématies vont libérer tout le contenu d'hélium dans le sang et donc il va fausser les résultats. Il faut qu'un sérum non hémolysé pour faire le dosage d'urée. Donc les réactifs sont toujours au préalable incubés à température ambiante pour quelques minutes, même à 37 degrés, moi je le ferai, parce que pour ce qui est la réaction optimale enzymatique à 37 degrés, il faut que tous les réactifs soient au préalable activés, préchauffés à 37. Donc, comment on fait la réaction? On va faire, donc, le milieu réactionnel, on prend 1 millilitre, on ajoute 5 microlitres de sérum, on mélange, on mesure la première absorbance à 1,30 et la deuxième absorbance après 60 secondes, à le total cinétique de 90 secondes. En parallèle, on fait aussi un étalon d'urée de 0,4 g par litre. Comment déterminer le taux d'urée de votre sérum? On le détermine en faisant l'absorbance A1 moins A2. Je crois ici, oui, c'est A1 moins A2 parce que A1 il est supérieur à 2. A1 moins A2 de notre tube sérum divisé par A1 moins A2 de notre tube étalon multiplié par la concentration de l'urée de 0,4 g par litre et ça vous donne votre taux d'urée. Le taux d'urée en grammes par litre. Donc, vous avez les valeurs de référence qui sont indiquées ici. Les valeurs chez l'adulte en 18 et 60, elles sont entre 0,13 et 0,43. Chez l'adulte âgé en 17 et 0,49. Nous allons considérer uniquement les valeurs de l'adulte. Donc, nous aurons soit des hypoprotéinémies, soit des hyperprotéinémies. Dans le cas d'un taux élevé dans le sang, il s'agit d'une atteinte rénale. Ça peut s'agir d'une atteinte rénale, glomérulonéphrite, c'est-à-dire comme c'est écrit, ischémie, etc. Ça peut être d'un syndrome urémique, la destruction des globules rouges. Ça peut être une atteinte cardiaque, ça peut être une déshydratation, une hémorragie gastro-intestinale. Pourquoi la distration? Parce qu'il y a une perte d'eau dans l'organisme, il y a une concentration, donc tous les marqueurs biochimiques sont élevés parce qu'on a une perte d'eau. Le taux est bas dans le sang lorsqu'on a une hépatite toxique, une insuffisance hépatique, une tumeur hépatique, un syndrome d'une tumeur hépatique ou d'alcoolisme ou de malnutrition. Passons maintenant à la créatinine. La créatinine, c'est le déchet métabolique provenant de la dégradation de la créatine. Son dosage représente à ce titre l'un des marqueurs principaux de la fonction rénale.